Pour beaucoup, l'acte de se marier est une promesse d'amour et d'engagement sans fin. Ceci, malheureusement, n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui motivent quelqu'un à tuer son conjoint, comme un nouvel amour, de l'argent, ou même la peur de les perdre eux ou les enfants qu'ils ont en commun. Mais quoi qu'il en soit, pour la plupart d'entre nous, ces raisonnements ne peuvent justifier les actions qui ont été menées. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinerons 3 cas de matricide, des épouses qui tuent leur mari. Pamela Smart. Pamela Ann Wojaz est née en Floride le 16 août 1967. Elle n'avait que 19 ans quand elle a rencontré Gregory Smart lors d'une soirée du Nouvel An en 1986, où le couple s'est rapproché grâce à leur amour commun pour la musique heavy metal. En février 1987, le couple avait formé une relation et juste 2 ans plus tard, ils se sont mariés. Cependant, des fissures ont rapidement commencé à apparaître dans la relation du couple, avec des problèmes survenant juste 7 mois après leur mariage. Pamela a rencontré William Billy Flynn, âgé de 15 ans, lors d'un programme local de sensibilisation aux drogues où ils se sont tous deux portés volontaires. Elle avait 22 ans à l'époque. On ne sait pas quelle conversation a eu lieu entre Billy et Pamela qui se sont liés comme elle et son mari l'avaient fait, sur leur plaisir de la musique heavy metal, et ont entamé une liaison, mais à un certain moment, le plan a été conçu, le plan pour tuer Gregory Smart. Le 1er mai 1990, Pamela est rentrée du travail pour découvrir sa maison saccagée et son mari assassiné de sang-froid. Il semblait clair dès le départ que Gregory avait dérangé un cambriolage en cours et avait été abattu pour cela. Mais tout n'était pas ce qu'il semblait, et les détectives perspicaces ont rapidement découvert la liaison entre Pamela et Billy, et Pamela a été accusée de séduire le jeune de 15 ans et de menacer de lui refuser des relations sexuelles, jusqu'à ce qu'il tue son mari. Billy a emmené des amis pour l'aider à accomplir sa tâche, Patrick Randall, Vance Latine Jr. et Raymond Fowler. Au cours de l'enquête de la police, le père de Vance leur a apporté une arme de calibre 38 qu'il avait trouvée dans la maison, soupçonnant qu'elle pourrait être l'arme du meurtre. Le 14 mai, un tuyau anonyme est arrivé au département de police qui les a alertés du fait qu'un autre adolescent, qui faisait du bénévolat dans le même programme de sensibilisation aux drogues où Billy et Pamela s'étaient rencontrés, était au courant du plan. Elle était également amie avec Billy et Pamela, une fille nommée Cecilia Pierce. Lorsque la police a approché Cecilia, ils lui ont demandé si elle porterait un fil pour eux afin qu'ils puissent enregistrer ses conversations avec Pamela Smart. Cecilia a accepté. À un moment donné au cours des prochains mois, la jeune femme de 22 ans s'est incriminée comme l'espérait la police, mais les détails sur ce que Pamela a exactement dit sont inconnus. Le 1er août 1990, à 1h05 de l'après-midi, Pamela Smart a été arrêtée pour le meurtre de son mari, Gregory. Le procès de la véritable femme fatale Pamela Smart a attiré l'attention massive du public et des médias. Les adolescents qui avaient commis le meurtre en son nom avaient déjà obtenu leurs propres accords de plaidoyer et étaient prêts à témoigner contre la femme qui avait bouleversé leur vie pour le pire. Le procès de Pamela a commencé le 4 mars 1991. Elle a été décrite par les procureurs comme une femme maléfique, déterminée à commettre un meurtre et l'instigatrice du complot meurtrier, tandis que les 4 adolescents qu'elle avait piégés dans son plan étaient présentés comme des victimes naïves, séduites par les charmes d'une femme plus âgée. Selon le procureur général adjoint, Pamela a séduit Billy pour qu'il tue Gregory afin qu'elle puisse éviter un divorce coûteux et recueillir 140 000 $ d'assurance vie. Malgré le fait que Billy était mineur, ce qui signifiait que leur relation était en soi source d'inquiétude, Pamela a librement admis l'affaire, mais a nié être celle qui a eu l'idée de tuer son mari. Elle a prétendu qu'elle n'avait aucune part dans le complot pour le meurtre et que Billy et ses amis ont décidé de le faire lorsque Pamela a pris la décision de mettre fin à l'affaire.
Le procès de Pamela a duré 14 jours et s'est terminé le 22 mars 1991. Elle a été reconnue coupable de complicité de meurtre, de subornation de témoins et de complot en vue de commettre un meurtre. Elle a été accusée du crime de subornation de témoins parce qu'elle a essayé d'empêcher Cecilia Pierce de dire quoi que ce soit aux autorités à propos du complot. Pamela a été condamnée à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Depuis son emprisonnement, elle a été victime de passages à tabac de la part d'autres détenus et a allégué qu'elle et une autre détenue ont été harcelées et agressées sexuellement par un gardien de prison. Elle a également tenté de porter plainte contre la prison après avoir affirmé que des photos d'elle à moitié nue publiées dans le National Enquirer en 2003 avaient été prises par un gardien de prison qui l'avait violée. Pamela a assisté à des séances de conseil, enseigné à d'autres détenus et décroché un master de Mercy College pendant qu'elle était emprisonnée. Billy Flynn a été condamné à perpétuité pour meurtre au 2e degré en 1992, mais il a été libéré en 2015 avec une libération conditionnelle à vie. Patrick Randall a également reçu une libération conditionnelle à vie en 2015, tandis que les 2 autres garçons impliqués dans l'affaire ont été libérés sous parole en 2005. En 2020, une audience de réduction de peine a été refusée à Pamela Smart. C'était sa 2e tentative d'obtenir une audience. Elle a maintenant 52 ans et continue de clamer son innocence. Susan Wright, née à Houston, Texas, le 24 avril 1976, Susan Lucille Weish était, selon tous les comptes, une femme apparemment ordinaire. C'est jusqu'en 2003, quand elle est devenue connue sous le nom de la bouchère aux yeux bleus. Dans la banlieue de Houston, en 1979, Susan a rencontré Jeff Wright alors qu'elle travaillait comme serveuse dans un restaurant. Et en 1998, le couple s'est marié alors qu'elle était enceinte de 8 mois et demi de leur premier fils, Bradley. Juste 4 ans plus tard, en 2002, leur fille Kaylee est née. Selon Susan, elle a commencé à subir des violences domestiques et des abus de la part de Jeff durant les premières années de leur mariage. Il serait devenu contrôlant autour de la naissance de Bradley. Mais en 2003, les choses se sont intensifiées et quelque chose en Susan semble avoir craqué. Le 18 janvier, Susan a avoué à son avocat qu'elle avait tué Jeff. À son tour, son avocat a signalé cela à la police et la jeune femme de 26 ans s'est alors rendue. Lorsque la police a enquêté sur la maison familiale dans le comté de Harris, au Texas, elle a été confrontée à des indices qui dépeignaient une scène extrêmement macabre. Le 13 janvier 2003, Susan a attaché son mari, Jeff, alors âgé de 34 ans, à leur lit et l'a poignardé 193 fois avec 2 couteaux différents. Elle a ensuite enterré son corps dans leur jardin avant de repeindre la chambre pour dissimuler le crime. Le lendemain, elle a déposé de faux rapports de violence domestique afin de pouvoir obtenir une ordonnance de protection contre Jeff. 4 jours plus tard, elle s'est confessée à son avocat. Le procès de Susan Wright a commencé le 24 février 2004, où elle a plaidé non coupable en invoquant la légitime défense. Le procureur a décrit Susan comme une épouse machiavélique qui a commis ce crime atroce afin de pouvoir toucher 200 000 $ d'assurance vie suite à la mort de son mari, tandis que la défense a soutenu qu'elle avait subi des abus physiques et émotionnels pendant des années, et qu'elle protégeait à la fois elle-même et ses enfants. Apparemment, Jeff était rentré d'un cours de boxe et avait frappé son fils, après avoir tenté de faire boxer Bradley avec lui. Susan a témoigné en sa propre défense, affirmant qu'elle ne pouvait pas arrêter de poignarder Jeff, car si elle le faisait, il saisirait le couteau et la tuerait. Elle a dit au tribunal que son mari avait fait une overdose de cocaïne et l'avait battu après sa rencontre avec Bradley. La propre mère de Susan, parmi d'autres, bien qu'il ne soit pas clair qui, a déclaré qu'ils avaient vu la jeune femme de 26 ans couverte de bleu. Cependant, le jury ne semblait croire en rien de ce que Susan et son équipe de défense disaient. Le 3 mars 2004, après plus de 5 heures de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité.
Susan a été condamnée à 25 ans de prison. Susan Wright a passé les années suivantes à tenter de faire appel de sa condamnation. Lors d'un tel appel en 2008, une ex-fiancée de Jeff s'est manifestée pour affirmer qu'il avait été violent avec elle et qu'elle avait subi ses abus pendant toute la relation de 4 ans qu'ils avaient partagée. En 2009, la Cour pénale du Texas a accordé une nouvelle audience de détermination de la peine car ils ont jugé que son avocat s'était révélé inefficace pendant la phase de punition du procès en 2004. La nouvelle audience en 2010 a vu apparaître de nouvelles preuves. La théorie du procureur selon laquelle Jeff était attaché au lit n'a pas été soutenue par le médecin légiste qui a exhumé le corps. Selon eux, Jeff avait consommé tellement de cocaïne qu'elle n'avait pas été entièrement métabolisée, ce qui soutenait la théorie de la défense selon laquelle il était intoxiqué cette nuit-là. Le médecin légiste a également déclaré que Jeff avait plusieurs blessures aux mains, aux avant-bras, au dos et à l'arrière des jambes, des blessures qui ne sont pas compatibles avec l'idée qu'il avait été attaché par les poignets et les chevilles au lit. Bien que Jeff ait été retrouvé avec des liens autour des poignets et des chevilles, on a théorisé que c'est ainsi que Susan a manœuvré son mari jusqu'à sa tombe, bien qu'il semble que personne ne le sache vraiment avec une certitude absolue. Dans une interview avec Texas Monthly, Susan a admis avoir attaché un des bras de son mari au lit lorsque, pendant l'attaque frénétique, son fils avait frappé à la porte de leur chambre. Elle a attaché Jeff au lit avant de ramener Bradley dans sa chambre. Selon les allégations, pendant l'attaque, Jeff aurait violé Susan avant d'essayer de la poignarder, et donc elle l'a poignardé plusieurs fois avant qu'il ne le puisse. Apparemment, aucun psychologue ou expert en violence domestique n'a jamais été appelé à la barre lors du procès de Susan Wright en 2004. Après sa nouvelle audience de condamnation, la peine de Susan a été réduite de 25 ans à 20 ans. Elle s'est vue refuser la libération conditionnelle en 2014 et 2017 et est maintenant à nouveau éligible pour la libération conditionnelle en 2020. Catherine Knight. Catherine Mary Knight, née le 25 octobre 1955 en Nouvelle-Galles du Sud, Australie, n'a pas eu l'éducation la plus facile. Son père, Ken Knight, était alcoolique. Il avait eu une liaison avec Barbara, la mère de Catherine, obligeant la famille à déménager dans une nouvelle ville. Ken a utilisé la violence et l'intimidation pour violer Barbara, qui a raconté à sa fille les détails de l'abus et à quel point elle méprisait les hommes. Catherine elle-même a souvent été victime d'abus sexuels de la part d'autres membres de la famille, bien que jamais de la part de son père. Cela aurait apparemment pris fin lorsqu'elle avait 11 ans. Durant son enfance, Catherine était décrite comme une solitaire qui intimidait les enfants plus petits. Elle a eu 2 incidents majeurs à l'école, où elle avait agressé au moins un garçon, et a été blessée par un enseignant qui agissait en légitime défense. Étrangement, malgré ce comportement moins que savoureux, elle était toujours considérée comme une bonne élève. Elle a quitté l'école à 15 ans, toujours analphabète, et a obtenu son premier emploi en tant que coupeuse dans une usine de vêtements. 12 mois plus tard, elle a commencé à travailler dans un abattoir et a été rapidement promue. Elle considérait cela comme son travail de rêve, et on lui a donné son propre ensemble de couteaux de boucher qu'elle a accroché fièrement au-dessus de son lit. En 1973, lorsque Catherine avait 18 ans, elle a rencontré un collègue qui buvait beaucoup du nom de David Stanford Kellett. Ses habitudes de consommation excessive d'alcool découlent du fait qu'il a vu son meilleur ami se faire tuer devant lui, et aussi d'un accident qui impliquait 6 enfants morts, où il avait aidé à secourir les blessés et à récupérer les corps sans vie. Le couple s'est marié 1 an plus tard, en 1974, où la mère de Catherine, Barbara, a dit à son nouveau mari qu'il avait une vis desserrée quelque part, affirmant qu'un jour, sa fille le tuerait. Lors de leur nuit de noces, Catherine a tenté d'étrangler David alors qu'il s'était endormi après qu'ils aient fait l'amour 3 fois. Cependant, ce n'était que le début du mariage turbulent et violent. À une occasion, alors qu'elle était enceinte, Catherine a brûlé tous ses vêtements et chaussures avant de frapper David à l'arrière de la tête avec une poêle parce qu'il était rentré tard à la maison.
Cela a entraîné une fracture du crâne et il a couru chez un voisin pour demander de l'aide. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle mariée a réussi à convaincre David de retirer les accusations contre elle. En mai 1976, après la naissance du premier enfant du couple, une fille nommée Melissa, David a quitté Catherine pour une autre femme. Le lendemain, alors qu'elle poussait la poussette de Melissa dans la rue, elle la jetait violemment d'un côté à l'autre. Les témoins qui ont vu l'incident se produire ont alerté les autorités et Catherine a été admise à l'hôpital où on lui a diagnostiqué une dépression post-natale. Après plusieurs semaines, elle a quitté l'hôpital de son plein gré, puis est allée laisser Melissa, à peine âgée de 2 mois, sur une voie ferrée. Heureusement, l'enfant a été sauvé. Pendant ce temps, Catherine a volé une hache et menacé de tuer plusieurs personnes en ville, et a de nouveau été arrêtée et emmenée à l'hôpital. Et, incroyablement, on lui a permis de se libérer le lendemain. Plusieurs jours ont passé, mais Catherine n'en avait pas fini avec sa frénésie violente agressive. Elle a lacéré le visage d'une femme avec un couteau et a exigé qu'elle l'emmène au Queensland pour trouver David. La femme s'est échappée à une station-service, mais quand la police est arrivée, Catherine avait pris un petit garçon en otage. Elle a été désarmée et une fois de plus admise à l'hôpital. Lorsque la police a informé David des frasques de sa femme séparée, il a quitté sa petite amie et a emménagé avec sa mère afin de pouvoir soutenir Catherine et Melissa. Catherine a été libérée en août 1976 de l'hôpital psychiatrique où elle séjournait et a été placée sous la garde de David et de sa belle-mère. Le 6 mars 1980, le couple a eu leur deuxième enfant, une autre fille, nommée Natasha. 4 ans plus tard, Catherine a quitté son premier mari et est retournée travailler à l'abattoir. Peu de temps après, elle s'est blessée au dos et a fini par toucher une pension d'invalidité. Elle a reçu un logement de la part du gouvernement la même année, en 1985. Après sa rupture avec David, Catherine a enchaîné une série de liaisons. David Saunders, un mineur de 38 ans, a été son premier nouveau partenaire en 1986. Catherine avait souvent l'habitude de le mettre à la porte, et en 1987, elle a égorgé le chiot dingo de celui-ci en guise de démonstration de ce qui lui arriverait s'il la trompait jamais. Le couple a eu une fille en 1988, Sarah, puis a continué à verser un acompte sur une maison. Cependant, après une dispute, Catherine a fini par frapper David au visage avec un fer avant de le poignarder à l'estomac avec des ciseaux. Compréhensiblement, David est parti et s'est caché lorsqu'il a découvert que Catherine avait découpé tous ses vêtements. En revenant voir sa fille, il a découvert que Catherine avait reçu une ordonnance de violence appréhendée de la police après avoir prétendu qu'elle avait peur de lui. En 1990, Catherine a été mise enceinte par son ancien collègue de 43 ans, John Shillingworth. Le couple a eu un fils nommé Eric. 3 ans plus tard, cependant, Catherine l'a quitté pour un autre homme avec qui elle avait une liaison, John Price. Price avait le même âge que Catherine et son précédent mariage s'était terminé en 1988, le laissant avec 3 enfants. Il était bien aimé de ceux qui le connaissaient et avait une bonne réputation dans la ville. Sa plus jeune enfant, une fille de 2 ans, est restée avec son ex-femme, tandis que les enfants plus âgés sont restés avec lui. Selon les rapports, John connaissait la réputation violente de Catherine alors qu'il entretenait une liaison avec elle, et même lorsqu'il l'a emmenée chez lui en 1995. Ses enfants l'aimaient bien et leur relation était bonne, à part les étranges disputes violentes de temps en temps. En 1998, le couple s'est disputé car John refusait d'épouser Catherine. En représailles, Catherine a filmé des objets qu'il avait volés au travail et a envoyé l'enregistrement à son patron. Bien que les objets soient des objets périmés que John avait récupérés de la décharge, il a été licencié après 17 ans de service. En conséquence, Catherine a été expulsée de la maison familiale que John partageait avec ses enfants. Quelques mois plus tard, John a renoué sa relation avec Catherine, mais ne lui a pas permis d'emménager. Les disputes du couple se sont intensifiées, et les amis de John ne voulaient rien avoir à faire avec lui tant que la relation durait. En février 2000, les choses se sont considérablement intensifiées. Catherine a poignardé John dans la poitrine et une fois de plus a été expulsée de la maison.
Il a obtenu une ordonnance de restriction pour lui et ses enfants et a dit à ses collègues que s'il ne se présentait pas, c'était parce que Catherine l'avait assassiné. Catherine s'est présentée à la maison de John le 29, ayant envoyé ses enfants à une soirée pyjama. Il a passé une grande partie de la soirée avec des voisins avant de rentrer chez lui, où Catherine est apparue. Le couple a eu des rapports sexuels et après, John s'est endormi. Le lendemain, à 6 heures du matin, un voisin de John a vu sa voiture dans l'allée. John n'est pas venu travailler. Un collègue envoyé pour vérifier son état n'a reçu aucune réponse à la porte. La police, appelée, est arrivée à 8 heures du matin. Et ont défoncé la porte pour trouver Catherine dans le coma, à cause d'une surdose de pilules. Il a été découvert qu'elle avait poignardé son partenaire avec un couteau de boucher pendant qu'il dormait. À son réveil, elle l'a poursuivi dans la maison. Une fois qu'il avait perdu tout son sang, elle a retiré $1000 de son compte automate de teller. Au total, Catherine avait poignardé John au moins 37 fois, de nombreuses blessures ayant perforé ses organes vitaux. Plusieurs heures après la mort de John, Catherine l'avait écorché et avait suspendu la chair à un crochet à viande. Elle l'a également décapité et a cuisiné des parties de son corps, les servant avec des pommes de terre au four et divers légumes rôtis, terminant ce repas macabre avec de la sauce. Elle a mis les assiettes dans 2 couverts de table, un pour chacun des enfants qui vivaient avec John. Catherine Knight avait toute intention de nourrir les enfants avec leur propre père. La tête de John a été trouvée dans une marmite avec des légumes. Elle était encore chaude, indiquant que la cuisson avait eu lieu récemment. Elle avait disposé le reste du corps de John avec un bras sur une bouteille de boisson gazeuse et ses jambes croisées. Une note manuscrite avait été laissée sur une photo de lui, ce qui laissait entendre que Price abusait d'une des filles de Catherine. Ces accusations se sont avérées infondées. 2 psychiatres ont affirmé que Catherine souffrait d'un trouble de la personnalité limite, tandis que beaucoup la considéraient comme saine d'esprit, bien que certains pensaient qu'elle souffrait d'amnésie ou de dissociation. Elle a d'abord plaidé coupable d'homicide involontaire, ce qui a été rejeté, et donc elle a changé son plaidoyer pour coupable, bien qu'elle nie toujours toute responsabilité pour ses actions. Le procès de Catherine a eu lieu le 15 octobre 2001. Lors de sa condamnation, il a été refusé qu'elle soit dispensée d'entendre certains des faits. Elle est devenue hystérique et a dû être sédatée lorsque la dépouille et la décapitation ont été décrites. Le 8 novembre 2001, les documents de Catherine ont été marqués pour ne jamais être libérés et elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité. C'était la première fois dans l'histoire australienne qu'une telle décision était imposée à une femme. Elle a depuis été surnommée Cannibal Cathy et le Hannibal Lecter australien. En 2006, Catherine a fait appel de la peine à perpétuité, affirmant qu'elle était trop sévère pour les meurtres brutaux qu'elle a commis. Cela a été refusé, ce qui est compréhensible. Étrangement, Catherine Knight s'est bien adaptée à la vie en prison et aurait une très bonne réputation derrière les barreaux. Elle est appelée Nana et est décrite comme étant attentionnée et maternelle. Elle tricote et peint souvent, est extrêmement dévouée et est connue pour résoudre les conflits entre les détenus. Malgré cela, les crimes horribles et ignobles qu'elle a commis hanteront à jamais la famille et les amis de John Price et elle-même. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur ces cas terrifiants. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.